Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Joanne. Merci beaucoup d'avoir décidé de collaborer avec moi sur ce projet. Donc, comme vous le savez tous, les circonstances particulières qui nous entourent avec la pandémie de la COVID-19 nous obligent à se réajuster, tant au niveau de nos vies professionnelles que de nos vies personnelles, et ce, depuis plusieurs semaines. Donc, c'est certain que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, qu'on soit des parents ou non, qu'on soit en couple ou célibataire, qu'on soit en télétravail, qu'on doive se déplacer pour aller au travail, ou encore qu'on soit en mise à pied temporaire, nous devons tous apprendre à composer avec un nouveau quotidien. C'est dans cette optique que Joanne Laflèche, psychologue et clinicienne avec plus de 30 ans d'expérience, et moi-même, Marianne Lavigne, avons décidé de créer ces capsules, donc sous forme de rencontres Zoom. Donc, ces capsules seront diffusées à chaque semaine, dureront une vingtaine de minutes et porteront sous différents thèmes qui seront couverts à travers plutôt 3 angles. Donc, les 3 angles sont les suivants: définition et effets psychologiques, des outils également pour aider les gens à faire face aux différents effets expliqués, et finalement des outils pour aider les leaders à accompagner les membres de leur équipe face aux thèmes expliqués. Donc, notre premier thème est l'anxiété de performance. Donc, Joanne, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est l'anxiété de performance et quelle forme prend-elle? L'anxiété de performance, essentiellement, c'est une réaction de peur, d'anticipation négative qu'on peut éprouver par rapport à un défi qu'on a à relever. Alors, soit un défi qu'on se demande à soi ou qui nous est demandé, mais cette réaction-là de peur, elle vient d'un décalage perçu entre l'image que j'ai de moi et de mes compétences et qu'est-ce qu'on me demande de faire. Et étant donné qu'il y a un décalage, plus le décalage est important, plus l'anxiété va augmenter et susciter une impression qui peut être fondée ou pas de ne pas être à la hauteur de ce qu'on s'attend à ce que je livre comme performance. Donc, c'est une peur qui est spécifique, qui est reliée à mon sentiment de compétence, puis qui peut être accompagnée de différentes réactions physiques, de stress et de pensées négatives à propos soit de moi-même ou des autres, mais c'est toujours en lien avec une performance que j'aurai à livrer. Excellent. Alors, essentiellement, c'est ça, l'anxiété de performance. Merci beaucoup. Peux-tu nous expliquer ou en fait plutôt nous donner des outils pour que les gens, dans le fond, puissent faire face à leur anxiété de performance? Bien, en fait, pour être capable de développer des outils, je pense qu'il faut savoir reconnaître un peu les manifestations de cette anxiété-là. Qui peut varier d'une personne à une autre, mais il y a comme 2 grandes catégories, dans le fond, de symptômes. Les premiers, c'est ce qu'on va appeler plus de l'anxiété cognitive, c'est-à-dire qui est beaucoup reliée à nos pensées. Et ces pensées-là, habituellement, sont des pensées catastrophiques par rapport à ce qui s'en vient. Alors, du genre, ah, ça va être épouvantable, supposons que j'ai une présentation à livrer, bien, ça va mal aller, personne ne va venir à la présentation, les gens ne seront pas intéressés. Donc, les gens peuvent avoir toutes sortes de pensées d'anticipation par rapport à comment la situation va se dérouler. Ou bien donc, peuvent avoir aussi des anticipations par rapport à leur performance. Ils vont dire, bien, ça y est, je vais bégayer, je vais avoir des trous de mémoire, etc. Donc, toutes ces pensées-là négatives, puis génèrent beaucoup de stress à l'intérieur de la personne. Donc, ces pensées-là, souvent, sont accompagnées aussi d'une espèce de jugement autocritique très important. Le moindrement que la personne n'est pas à la hauteur ou a peut-être expliqué quelque chose avec moins de clarté ou a bafouillé légèrement, la personne va mettre une importance exagérée sur cette
petite lacune en oubliant toutes les belles choses ou les aspects plus positifs de sa performance. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler beaucoup la partie cognitive. C'est souvent aussi en lien avec des comparaisons négatives par rapport aux autres. Donc, les gens vont souvent idéaliser les gens, vont dire, ben je suis la moins bonne des autres, les autres sont tellement meilleurs que moi, moi je suis pas à la hauteur, etc. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de comparaisons indues par rapport aux autres, où on se déprécie, puis en contrepartie, on va aussi idéaliser les autres. Donc, je dirais qu'essentiellement, il va se passer ça du côté cognitif, c'est-à-dire des pensées. Puis ces pensées-là vont aussi générer beaucoup de sentiments. Donc, par exemple, des réactions de peur, d'inquiétude, même de terreur, de honte aussi parce que la personne ne se sent pas à la hauteur, de culpabilité qui est une culpabilité toxique, qui n'est pas fondée sur la réalité, mais qui est liée beaucoup à toutes les pensées négatives portant sur soi que la personne va vivre. Sur le côté somatique, les symptômes somatiques ou physiques, si vous voulez, bien ça, c'est beaucoup relié. C'est des symptômes qui s'apparentent aussi à des réactions de stress qu'on peut avoir en toutes sortes de situations, pas juste la situation de performance. Donc, par exemple, je vais avoir la bouche plus sèche, le cœur qui débat, une montée de la température du corps. Je peux avoir une envie d'uriner, des tensions généralisées, un mal de ventre, des choses comme ça qui peuvent arriver, un sentiment d'oppression dans la poitrine ou des petits papillons dans le ventre ou des choses comme ça. Alors ça, c'est les deux grandes catégories, donc l'anxiété qui est cognitive et l'anxiété qui est somatique, qu'on va retrouver dans l'anxiété de performance. Ce qui est spécifique aussi à l'anxiété de performance, c'est que d'habitude, elle va être très élevée immédiatement avant la performance, mais pendant la performance, très souvent, elle va commencer à s'apaiser au fur et à mesure que la personne constate que les choses vont beaucoup mieux que ce qu'elle avait anticipé. Alors ça, essentiellement, ce sont les manifestations de l'anxiété de performance. Puis c'est important de les comprendre parce que la première chose en termes, si je reviens aux outils maintenant, le premier outil, c'est de reconnaître ce que je vis. C'est d'être capable de reconnaître ces symptômes-là. Et donc, parce qu'il y a des personnes qui vivent ces symptômes-là et parce qu'ils ne les comprennent pas, vont se mettre à paniquer encore plus, ce qu'on appelle avoir peur d'avoir peur. Donc, au lieu de se dire, bien, ça peut être normal que devant une performance, que finalement, je me pose des questions, que je doute de moi, etc. Donc, ça, si je sais que cette situation-là est tout à fait normale, ça peut me permettre de prendre un certain recul par rapport à des terreurs que je suis en train de me créer ou de la dramatisation que je suis en train de me faire. Okay? Fait que ça, je dirais que c'est la première chose. Un autre outil qui est fondamental, c'est d'avoir une connaissance juste de soi, d'être capable d'évaluer correctement, dans le fond, mes qualités, mes difficultés. Donc, savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable d'être dans une situation X, puis qu'est-ce que je ne suis pas capable de livrer. Donc, ça va me permettre aussi de peut-être demander de l'aide aux besoins ou de savoir si est-ce que j'accepte un mandat ou est-ce que je ne l'accepte pas. Okay? Fait que ça peut m'aider beaucoup d'être capable de m'évaluer correctement. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'à cause des inquiétudes que je peux me faire, je vais avoir tendance à sous-estimer mes difficultés. Ou des fois, le contraire, je vais surestimer mes difficultés, puis je vais sous-estimer mes qualités parce que je fais une forme de déni, par exemple. Je vais me dire, oh, je suis capable. Et là, le vouloir se confond au pouvoir. Parce que je veux beaucoup, je veux faire plaisir, par exemple, bien, des fois, je vais peut-être attaquer quelque chose qui est un peu trop grand par rapport à mes capacités ou je ne demanderai pas de l'aide. Okay? Fait que ça, c'est une chose qui est très importante, c'est une connaissance juste de soi. Un autre outil, c'est de me centrer davantage sur l'expérience que je suis en train de vivre. Okay?
plutôt que de focusser trop sur l'atteinte d'un résultat final. Alors, très souvent, si je suis en train d'anticiper des catastrophes, bien, ce que ça fait, c'est que je vais être en train de m'imaginer le résultat et de me l'imaginer négativement. Tandis que si je suis en train de bien me préparer et que je me dis, je vais faire mon possible, je vais avoir du plaisir à le faire, bien, ça se pourrait fort bien que je prenne un peu plus de recul puis que je m'en fasse un peu moins avec le résultat final. Okay? Puis il faut que j'accepte en quelque part de diminuer mes exigences. Très souvent, les gens qui ont une anxiété de performance sont très perfectionnistes et ils se demandent d'être impeccables partout, en tout temps. Okay? Donc, c'est sûr que plus je m'en demande, plus je risque aussi d'avoir des pensées catastrophiques à l'idée de peut-être pas être à la hauteur de mes propres exigences. Puis, c'est pas rare que les gens perfectionnistes sont très, très, très s'en demandent beaucoup, sont très exigeants envers eux-mêmes, puis ils vont projeter aussi ces exigences-là sur les autres. Ils vont s'imaginer que c'est les autres qui leur en demandent d'être parfaits, alors que c'est eux-mêmes. Hein? Et que ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire extrêmement attention pour ajuster ses propres attentes. Il faut prendre les choses avec moins de sérieux, avec plus d'humilité. Ça peut dédramatiser aussi les situations. Je pense qu'un autre outil aussi, c'est de savoir gérer sainement mes réussites. Lorsque j'ai une réussite, bien, d'abord, savoir la reconnaître, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste regarder ce qu'ils ont fait de moins bien ou ce qu'ils auraient pu faire mieux et oublient aussi de savourer au fur et à mesure les petites victoires qui sont là. Puis en même temps, lorsque j'ai une réussite, de peut-être pas devenir trop excitée par rapport à la réussite. Juste comme, ben bravo, je me donne une tape sur l'épaule, mais dépasser ça, j'en fais pas tout un plat. Parce que si j'en fais tout un plat et que je me glorifie avec ma réussite, il y a des chances qu'au prochain tournant, mon anxiété de performance va être débordante parce que je vais vouloir en faire encore plus. OK? Fait que des fois, ça, c'est une petite lame à deux tranchants. Mais là-dedans, bien, si je suis capable de savourer mes réussites, bien, ça va m'aider aussi à recevoir les compliments. Hein? Quand quelqu'un va me dire « Oh, bravo, Marianne », ou « Bravo, Joanne, tu as bien réussi telle chose », d'être capable de juste le prendre et se dire « Bien, merci beaucoup. Hein? » Rester dans l'instant présent, c'est aussi très important. Okay? Prendre les choses une étape à la fois, c'est vraiment important. Puis essayer de faire attention au jugement aussi. D'être un peu conscient là, de « Oups, je suis en train de me juger négativement. » Puis des fois, une question que je vais poser aux gens, c'est est-ce que tu jugerais les autres de la même façon que tu es en train de te juger? Est-ce que tu te dirais que tu es niaiseuse, par exemple, ou que c'est pourri ce que tu as fait? Et la plupart du temps, les gens vont dire, ben non, ben alors je vais souvent leur dire, ben tu pourrais aussi traiter toi-même avec la même compassion, par exemple, la même tolérance que tu peux traiter les autres. Donc ça, je pense que c'est important. Puis de transformer chacune des étapes qu'on vit comme des occasions d'apprentissage. Fait que je dirais, grosso modo, là, c'est les outils principaux dans lesquels qu'on peut se concentrer. C'est sûr que ce que je viens de dire là, c'est pas évident. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, si on les a en tête et qu'on s'enfarge dans des vieux plis, on va savoir justement le reconnaître que là, oups, on est dans une pensée négative, une attitude négative. Puis j'invite souvent les gens à se dire, ben, si je reconnais un mauvais mécanisme, bien, c'est juste d'en prendre conscience puis de me féliciter d'en avoir pris conscience puis de me faire un petit câlin là, pour être capable justement d'avoir de la compassion puis de la tolérance envers moi puis me dire, bien, demain, je vais faire mieux. C'est pas mal les outils principaux. Là. Mais ça, je pense qu'il y a plusieurs de ces outils-là qui peuvent être le travail d'une vie. Hein? Effectivement. Merci beaucoup pour les explications. Donc, je pense qu'en ce moment aussi, là, si on fait un parallèle donc, avec la pandémie, donc c'est sûr que des gens, par exemple, qui ont toujours été habitués de travailler dans un bureau ou qui ont
peut-être déjà expérimenté le télétravail, mais pas de façon régulière et que maintenant doivent travailler pas mal à tous les jours de la maison. Donc, sous quelle forme l'anxiété de performance à ce moment-là peut se manifester et qu'est-ce que tu suggérerais aux gens pour y faire face? Bien, je pense que l'anxiété de performance va probablement prendre la même forme essentiellement, peu importe dans quel contexte que je me retrouve. Donc, si j'ai une crainte de ne pas être à la hauteur, je vais l'avoir à partir du télétravail comme je peux l'avoir à partir du bureau. Mais ça va se manifester des fois beaucoup sous la forme de l'inquiétude d'être à la hauteur de ce que le patron demande ou l'inquiétude de est-ce que mon patron va trouver que j'en fais assez? Souvent, les gens qui ont une anxiété de performance, parce qu'il y a un décalage qui est perçu, hein, mais qui est la plupart du temps pas fondé, vont avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais ça se manifeste aussi par est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai donné assez de moi-même aujourd'hui ou cette semaine? Okay? Donc, ça va amener souvent les gens à travailler de trop longues heures. Donc, ça, c'est parce que, entre autres, ils n'ont pas le voyagement à vivre. Donc, vont se dire, ah, ben le temps que je passais à voyager, ben je vais le mettre à travailler, mais pourquoi pas? Oui, peut-être, sauf que ça fait en sorte qu'à un moment donné, on s'enchaîne. Donc, je pense que c'est très important de peut-être réviser ces attentes-là. Donc, et quand on a une peur justement par rapport au patron, des attentes des patrons, bien, ça va peut-être être aussi de demander au patron de clarifier ses propres attentes pour diminuer aussi l'anxiété de performance, au lieu de s'en faire et que le petit hamster roule dans la tête. Donc, ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est une chose. L'autre, c'est tellement important d'avoir un lieu spécifique de travail qui est différent dans la maison, qui est différent du lieu de la vie personnelle. Donc, dans un monde idéal, si la personne a une pièce fermée, par exemple, où elle peut travailler, ou si ça, c'est pas accessible, qu'il y ait un endroit qui soit tranquille et où la personne peut décider que c'est son coin de bureau et que ça ne soit pas contaminé. Il n'y a rien de pire que de travailler, par exemple, sur le bout de la table de salle à dîner. Parce que la table de cuisine, c'est aussi là qu'on vit, puis c'est un milieu de convivialité. Si je confonds ça avec le travail, c'est comme si je ne sais plus quand est-ce que je travaille, puis quand est-ce que c'est ma vie personnelle. Séparer le temps pourrait être une façon de le faire. Donc, on a besoin aussi de se construire un horaire spécifique à la maison comme on ferait au travail, exactement de la même façon, puis de structurer notre temps, que ce soit à la maison ou au travail, mais avec des objectifs clairs. Donc, ça, c'est souvent des choses qui vont nous aider à garder le travail à l'intérieur du cadre. Ça va permettre aussi d'éviter que certaines personnes se disent « Ah, j'ai couché les enfants, donc à 9 heures le soir, je vais juste aller voir s'il y a tel courriel qui est rentré. » Erreur fatale, parce que si vous allez vous dire OK, je vais juste regarder 2 minutes, puis 1h15 plus tard, la personne est encore en arrière de son ordinateur ou va laisser les messages textes rentrer et sans fermer le volume du téléphone. Bien, la personne, elle est sans cesse sollicitée dans son travail et là, va finir par s'épuiser parce qu'il faut respecter aussi un cycle action-récupération. Si on ne prend pas le temps de se récupérer correctement, bien, ça finit aussi par affecter notre productivité au travail. Donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. En dernier lieu, je dirais aussi de se donner des pauses fréquentes, mais courtes. Donc, parce que c'est extrêmement fatigant de travailler en arrière d'un écran, très fatigant visuellement.
au niveau de l'énergie aussi. Donc, à toutes les heures, heure et quart, ça peut être important de prendre une mini-pause, s'étirer, aller prendre une bouffée d'air, donc de prendre de l'eau. Très souvent, les gens ne s'hydratent pas suffisamment et perdent ça de vue. Donc, se ramassent avec une fatigue indue à cause d'une mauvaise hydratation. Donc, ça, c'est aussi important. S'il y a des membres de la famille qui sont à la maison, il y a des règles claires qui doivent être faites que maman ou papa ne sont pas dérangés lorsqu'il y a du travail qui se fait. Donc, soit des fois avoir un écriteau à la porte, un horaire clair et précis selon les âges des enfants et d'avoir des journées de congé claires. Donc, les mêmes journées de congé qu'ils auraient en présentiel, bien, qu'ils les aient en travail virtuel. La même chose. Merci beaucoup pour les explications. Donc, ça termine justement notre première capsule. Donc, la deuxième partie, le troisième angle. Donc, quels seront les outils qu'on peut suggérer aux leaders pour aider donc l'accompagnement avec les membres de leur équipe? Donc, cette partie-là sera donc diffusée la semaine prochaine, soit le 14 mai. Merci beaucoup, Joanne, pour ta collaboration et pour tes excellentes explications également. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.